Bienvenue dans Côté Canap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Astrid, la créatrice de la boutique en ligne du grenier au salon. Passionnée par les objets chargés d'histoire, Astrid redonne vie à des trésors oubliés en les proposant à la vente sur sa boutique en ligne. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'univers de la brocante et découvrir le parcours d'Astrid, ce qui l'a amené à créer du grenier au salon, sa passion pour la Chine et quelques anecdotes de brocante. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par l'univers du grenier au salon. Bonjour Astrid, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Astrid Lonvert, j'ai 36 ans, je suis en couple, j'ai 2 enfants. Et je suis brocanteuse. Je suis la fondatrice de la boutique du grenier au salon. Ouais. Tu l'as montée quand, cette petite boutique ? Alors, je l'ai montée en 2019. J'ai créé donc la boutique. À la base, c'était qu'une boutique en ligne. Et ensuite, j'ai développé tout l'univers qu'il y a autour maintenant. Donc, je vends en déballage, je vends dans des salons. Je fais des partenariats, des collabs, des pop-up. Je fais aussi dans des regroupements de brocanteurs en ligne et en magasin aussi. Et c'est pas ma formation d'origine. À l'origine, j'étais juriste. Ah oui, donc vraiment pas du tout un univers similaire. Pas du tout. Comment tu es venue à justement te lancer dans cet univers de la brocante ? Alors, ça a commencé, je dirais, au bac. Donc, il y a quand même longtemps. Quand j'ai passé mon bac, les profs au lycée m'avaient dit soit tu fais une école d'art, soit une fac de droit. Et c'est vrai que la raison a fait que j'ai choisi la fac de droit, mais j'avais quand même un intérêt pour ce qui était artistique. Et j'ai toujours aimé la décoration. Je suis une personne curieuse, j'aime découvrir, voyager, apprendre. Et la brocante, ça répond bien à cette envie de découvrir les objets, d'en apprendre plus sur eux, de faire la petite chasse au trésor. Et déjà, depuis toute petite, j'allais en brocante. Ma collection de cartes téléphoniques à l'époque. Voilà. C'est pas courant ça. Et du coup, oui, la brocante pour allier le côté un peu créatif alors et ce plaisir de brocante que tu avais déjà. Ah oui. Donc tu avais un petit peu cette ambivalence de ce côté droit finalement et ce côté créatif. Finalement, c'est le créatif qui a pris le dessus dans ton envie de te lancer C'est en vrai, 2019. Directement, tu as eu l'envie de lancer une boutique en ligne ? Oui. Alors, c'était l'époque avant le Covid. Donc, c'était une époque où la vente en ligne fonctionnait bien. Et avec le Covid, ça a explosé parce que les gens n'avaient plus de boutiques de déco ouvertes, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus aller dans les magasins. Et c'est vrai que ça a été une période vraiment faste pour les brocantes en ligne. Donc, j'ai développé au bon moment et sur le bon créneau, je pense. La vente en ligne a vraiment bien fonctionné à ce moment-là. Tu t'es lancé directement à plein temps ou dans l'idée c'était d'abord un petit complémentaire, une petite passion ? Non, j'ai vite créé la boutique et vite quitté mon emploi. Alors, j'étais en CDI, hein, je travaillais pour des huissiers de justice, donc rien à voir. Et j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et voilà, je voulais d'un boulot peut-être plus concret, je voulais d'une boîte à moi. Et donc, j'ai quitté mon emploi, ça s'est fait en quelques mois et j'ai ensuite travaillé à temps plein sur la brocante. Et moi, je le conseille plutôt de se lancer vraiment plutôt que de faire 2 activités en parallèle. C'est difficilement cumulable, hein. Ouais. Il faut vraiment être réactif, en fait. Voilà, les occasions, les bonnes occasions passent vite. Donc, si on n'est pas disponible, si on a un travail à côté, qu'on ne peut pas se rendre disponible rapidement, je pense qu'on loupe vraiment beaucoup de choses. Et pour la brocante, je pense qu'il faut être à temps plein. Oui, et puis il y a ce côté brocante, puis il y a ce côté brocante en ligne un petit peu que tu as développé et c'est énormément de travail aussi. C'est à côté de publication, de visibilité que tu dois t'imposer pour ce travail. Oui, les réseaux, c'est énormément de temps. Il faut être réactif. Les gens, ils s'attendent à ce que la boutique déjà soit disponible 24/24, même si moi, je peux pas être disponible 24/24. Alors, c'est l'avantage de la brocante en ligne, c'est que la boutique est toujours ouverte. Mais le revers, c'est que les gens s'attendent à ce qu'on réponde très rapidement. Donc, il faut être très disponible et il faut aussi être très actif parce que voilà, il y a des algorithmes des réseaux sociaux qui font que si on n'est pas actif, on est vite relégué
au rang des comptes moins vus et moins à la mode, on va dire. Je voulais revenir donc sur cette création de boutique. Comment as-tu choisi ce nom du grenier au salon? Ça n'a pas été facile. Ça a été même compliqué, je dirais. Ça a mis du temps. Je voulais éviter le traditionnel brocante d'Astrid. Voilà, c'est vrai que ça aurait été le plus facile à choisir, brocante d'Astrid ou trouvailles d'Astrid ou même grenier d'Astrid. Mais je voulais quelque chose d'un peu différent. Alors j'ai cherché pendant plusieurs semaines et j'en ai dégagé 3. Donc il était en concurrence avec 6 du Mat et avec Bref de Broc. Voilà, c'était les 3 derniers. Et au final, j'ai fait un sondage auprès de mes proches. Voilà, avec les 3 derniers, et c'est du grenier au salon qui est sorti. Tu as dû du coup développer aussi des talents limite d'informaticienne pour savoir développer directement ton site internet, j'imagine. C'est plusieurs cordes à ton arc que tu as dû développer en plus de la brocante. Alors, je les ai pas trop développés. Je me suis plutôt bien entourée parce que c'est vrai que j'ai pas de compétences particulières en informatique. Pour les réseaux sociaux, ça a été, j'ai appris sur le tas parce que, bon, comme tout le monde, j'avais Facebook et Instagram, mais pour regarder des photos et voilà, pour regarder des petites vidéos, mais j'avais pas de compétences particulières, mais ça, j'ai appris à le développer. Par contre, pour le site internet, non, j'ai fait appel à quelqu'un de l'extérieur. C'est aussi un talent de bien s'entourer, je pense. Par rapport donc à ton métier, est-ce que tu sais nous décrire un petit peu une journée type pour toi dans ta semaine? Comment ça se passe? Oui, alors je dirais qu'il y a 2 journées types. Il y a la journée de semaine, qui est une journée où il n'y a pas de brocante normalement, à part des déballages professionnels qu'il peut y avoir le mercredi, par exemple. Donc, une journée type, c'est surtout faire le tour des ressourceries pour essayer de trouver de la marchandise. Donc ça, c'est presque tous les jours. Je vais en ressourcerie presque tous les jours. Et répondre aux messages, évidemment, donc tous les emails et les messages sur les réseaux sociaux, préparer les commandes, donc quand il y a eu des commandes pendant la nuit ou la veille, donc là je prépare les colis, je dépose mes colis et en début d'après-midi en général, je profite de la lumière pour faire des photos. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est très très long de prendre des photos. Ouais, c'est très long de prendre les photos, voilà, trouver la bonne lumière, trouver le, le bon univers pour l'objet, de prendre toutes les mesures, les peser, etc. Est-ce que tu as dû développer un studio photo? Alors non, je mise sur le beau temps, alors ce qui est un peu rare dans le nord de la France, donc il y a des journées compliquées. Et j'ai pas de studio photo et j'ai pas d'éclairage artificiel. Je n'aime pas du tout les photos avec l'éclairage artificiel. Donc j'attends une éclaircie. Des fois, ça peut être très long et je peux être plusieurs jours complets sans pouvoir faire de photos. J'ai pas passé le cap d'un éclairage professionnel et les éclairages que j'ai pu avoir artificiels ne me conviennent pas. Donc non, j'ai rien développé de là. Et donc ça c'est le côté en semaine et donc en week-end comment ça se passe? C'est la journée type, du coup, c'est la brocante. Donc, j'essaie d'arriver sur place vers 6 heures pour les déballages de particuliers et vers 5 heures pour les déballages professionnels, sachant que c'est pas forcément tout près. Donc, on rajoute vite une demi-heure, 1 heure de route. Donc, voilà, ça fait un lever très tôt. En général, je reste 4-5 heures sur la brocante ou les brocantes si j'ai l'occasion d'en faire plusieurs. Et ensuite, moi, j'aime bien redécouvrir les objets que je viens d'acheter. Donc, je ressors tout, je redécouvre, je revérifie, je commence déjà les petites recherches sur Internet pour en apprendre plus sur les objets. Voilà, en général, le week-end est déjà bien entamé par les Et en brocantes. moyenne par exemple sur une journée de week-end tu sais en faire plusieurs des brocantes ou alors tu te limites à une? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, je dirais qu'en basse saison, en général, j'en fais qu'une parce qu'on a un peu de mal à trouver des déballages l'hiver et à l'automne, au printemps. Par contre, l'été, ça arrive souvent que je fasse 2 ou 3 déballages sur la journée, ouais. Et toi, dans ton concept, donc, tu favorises plutôt la vente en ligne, mais tu dis tu fais aussi des déballages. Donc, à quelle fréquence tu vends sur les brocantes? Alors oui, je vends un petit peu en déballage, mais assez peu par rapport peut-être à d'autres confrères
qui ont développé plutôt ce côté vente directe. Moi, je déballe 3 à 4 fois dans l'année, en fait. Donc, sur les plus gros déballages, comme la braderie de Lille ou la raiderie d'Amiens. C'est un choix personnel ou Alors, il y a déjà le fait que je suis une petite bonne femme d'1,66 m. Voilà, j'ai pas forcément le profil type du brocanteur comme on peut l'entendre d'origine. Voilà, je ne suis pas 60 ans et j'ai pas les gros biscottos qu'il faut pour le déballage. C'est très physique, un déballage, même si je ne vends pas de meubles, même si c'est juste des bibelots, de la vaisselle, c'est déballer les tables, les barnums, les caisses. C'est très physique. Et puis oui, niveau de vie de famille, j'ai des enfants en bas âge et un déballage, c'est être parti toute la journée. Au moins, quand je vais acheter en brocante, je sais que le midi, en général, je suis rentrée. dans ton type d'objet que tu chines, tu ne t'arrêtes pas aux décorations. Je veux dire, toi, ton univers, il est autant de l'assiette aux meubles. Pour les grands meubles, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut toujours avoir quelqu'un, un coup de main. Et en plus, je n'ai pas de camion. Voilà, je suis une brocanteuse sans camion. Je suis avec ma petite voiture. Au début de l'activité, je chinais des meubles. Et au niveau organisation, c'est très compliqué. Voilà, il faut le camion, il faut toujours quelqu'un pour aider, il faut les bras pour décharger, pour recharger, pour déplacer. Je fais beaucoup moins de meubles, presque plus même, ou alors que des meubles de petite taille. J'achète surtout du bibelot, de la vaisselle, luminaire, miroir. Principalement voyable peut-être aussi par rapport à ton concept en ligne. Oui, tout à fait. Justement, je voulais revenir sur ça, sur ce côté en ligne. Quels sont les avantages ou plutôt les inconvénients que tu peux rencontrer aussi quand tu vends comme ça en ligne? Alors, le principal avantage pour moi de vendre en ligne, c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible. Voilà, c'est vrai qu'une boutique, même si elle est bien placée, même si on est dans une grande ville, tout ce qu'on veut, on peut développer autant qu'on veut. On touchera jamais aussi largement qu'en ligne. J'arrive à avoir de la clientèle sur toute la France, même à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal. Et l'autre avantage, on en a parlé juste avant, c'est que la boutique, elle est ouverte 24 heures sur 24. Au niveau des envois, c'est pas trop compliqué au niveau de l'emballage, des transporteurs? Alors, moi, j'ai fait le choix de pas faire appel à des transporteurs pour les pièces encombrantes. Donc, tout ce qui est mobilier et grosses pièces fragiles, je ne fais pas d'envoi et je ne passe pas par un transporteur. C'est uniquement retrait à la boutique. Et pour les petits objets, eh ben, j'ai développé des compétences d'emballage au fur et à mesure du temps. Là, maintenant, je suis passée au double emballage. C'est-à-dire que je fais un premier carton et ensuite dans un deuxième carton. C'est énergivore. Oui, c'est énergivore et puis c'est toujours très stressant. On a toujours peur de ne pas faire assez. Le plus compliqué à emballer, c'est un objet qui serait grand, mais pas volumineux, comme un cadre, un tableau. Ça, c'est très compliqué à emballer. Et les plus fragiles, c'est les grands plats, les grands plats ovales ou les gros luminaires. Voilà, ça, c'est ma hantise. On est content quand on les trouve sur les brocantes, mais on est moins content de devoir les envoyer. Hein. Par rapport au fait que tu es comme ça exposé, j'imagine que tu dois un peu suivre les tendances pour ce qui plaît ou plaît pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand tu chines? Tu fais attention aux tendances pour trouver les objets qui te plaisent ou qui plaisent plutôt à ta clientèle? Ou tu fonctionnes plutôt au coup de cœur? Alors, je choisis plutôt mes objets par coup de cœur que par coup de mode. Mais je suis quand même ce qui se passe, évidemment, parce que j'ai de la clientèle. J'ai des clients très différents. J'ai des clients qui achètent parce que c'est à la mode et j'ai des clients qui achètent parce que c'est un objet ancien. Voilà, j'ai des clients vraiment très différents. Et je suis aussi la mode pour éviter le revers inverse, à savoir d'acheter des objets qu'on trouve partout dans les magasins de déco que je n'achète pas. Donc, je suis la mode pour voir ce que je ne dois pas acheter aussi. Plutôt tendance inverse alors. Quels sont justement ces objets que tu préfères vendre? Est-ce que tu as des petits favoris? Alors, ceux que je préfère vendre, j'aime beaucoup vendre ce qui donne vie à la maison. Donc, je dirais tout ce qui est luminaire, bougeoir, photophore, voilà, tout ce qui apporte de la lumière à la maison, tout ce qui rend vivant la décoration. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce que ta clientèle te demande aussi de chiner, par exemple, des choses? Est-ce que tu as des demandes particulières d'essayer de trouver des objets? Ou alors c'est vraiment que toi qui recherche et qui propose sur le marché ce que tu trouves?
Alors oui, j'ai beaucoup de clients qui me demandent des objets en particulier. Et bon, je sais pas, je suis pas gentille peut-être, mais je n'accepte pas ces demandes particulières. Ça crée, on va dire, une jalousie entre les clients ça me pose problème parfois. Donc, alors, j'écoute tous mes clients, ça me donne plein d'idées pour chiner et voilà, et j'achète des objets qu'on m'a demandé, mais pas en particulier pour un client. Voilà. Ensuite, c'est mis en vente pour tout le monde pour que tout le monde puisse avoir sa chance. Et par rapport à ton métier, justement, qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, c'est la chasse au trésor, hein. Alors ça, c'est dans une brocante de voir la pièce que personne n'aurait vue, de découvrir un objet qu'on ne connaît pas, de savoir d'où il vient, de comprendre son histoire, son parcours. Aussi cette Recherche après, alors? Oui, la recherche après, pas que l'objet, c'est tout ce qui l'entoure aussi, c'est important. Et aussi de savoir l'objet, il va décorer un salon, voilà, qui sera chez quelqu'un. Mon objet à moi, il sera chez quelqu'un. Ça, c'est Tu as le plaisir d'avoir, par exemple, le retour client quand on t'envoie des photos de la mise en scène chez eux, j'imagine. Il n'y en a pas assez d'ailleurs. Je lance une bouteille à la mer. Je reçois pas assez de photos. J'aime bien voir. N'hésitez pas à renvoyer vos photos des mises en scène des objets que vous achetez du grenier au salon. Donc, tu disais, tu te lèves tôt pour aller en brocante. Est-ce que c'est un mythe de absolument devoir se lever tôt pour aller en brocante, ou est-ce que les pépites peuvent se trouver parfois en fin de brocante? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que les trésors sont toujours en très tôt le matin? Alors, je dirais que oui. Malheureusement, il faut vraiment se lever très tôt. C'est pas un mythe. Et je pense qu'il faut même arriver avant le déballage. Le meilleur moment pour trouver les plus belles pièces, c'est pendant le déballage, en fait. C'est pendant que les gens s'installent. C'est là qu'on trouve les meilleures pièces. Après, sur des déballages en campagne, par exemple, où les gens déballent devant leur maison, qui déballent pas sur un parking ou sur une zone industrielle. Voilà, quand les gens déballent devant chez eux, il est pas rare de voir voilà, le mari qui fait des allers-retours entre le stand de madame et le grenier et qui ramène des objets tout le long de la journée. Et là, on peut trouver un objet sympa en plein milieu de l'après-midi, bien sûr. Mais ça reste vraiment, vraiment exceptionnel et il faut se lever tôt et il faut être là au bon moment. Et est-ce que toi, tu fais autant les brocantes professionnelles que justement les brocantes de quartier? Alors, je vais partout, mais moi, je préfère les particuliers. Ouais, je préfère les petites brocantes de campagne. Je préfère les petits déballages où il y a des particuliers plutôt que les vendeurs professionnels. Moi, j'aime les petits objets de déco. J'ai un panier moyen sur ma boutique qui est assez bas. Donc, je cherche plutôt des petits objets, pas forcément des pièces luxueuses ni des pièces très chères. Les déballages marchands, c'est sympa. J'achète des beaux objets, j'en prends plein les yeux, mais c'est pas forcément la marchandise pour ma boutique. Est-ce que justement, c'est quelque chose c'est une volonté de ta part de vouloir rester sur un panier moyen et pas trouver des pièces absolument de collection? Oui, c'est vraiment un fil conducteur de ma boutique de proposer des objets très variés. Alors, tant dans le style que dans le tarif. Voilà, j'ai des objets à 2 euros comme des objets à 1 000 euros. Il y a de tout, il y a pour tous les budgets, pour tous les types d'intérieur. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a des petites cuillères comme des luminaires, il y a vraiment de tout. Ça me tient à cœur de rester sur des prix très raisonnables aussi, pas seulement voilà, de proposer des objets courants dans le sens accessible, pas dans le sens où on trouve partout, mais des objets de décoration. Et aussi de proposer des prix accessibles pour que ça reste raisonnable, de décorer sa maison et de se faire plaisir. Comme tu disais, donc avec le confinement, après Covid, c'est une activité quand même qu'on a pu remarquer qui se développait, notamment avec les plateformes en ligne de vente. Comment tu fais pour te démarquer face à autant de concurrence? Alors malheureusement, oui, on doit faire face à une concurrence. Alors déjà, je dois faire face à la concurrence de mes confrères et de mes consoeurs, bien sûr, et en plus de ça, la concurrence des particuliers. Comme tout professionnel, je paye mes charges. J'ai voilà toutes les contraintes de la vente déclarée que les particuliers n'ont pas. Par rapport à mes confrères et mes consoeurs, je dirais que ma touche, c'est justement de proposer cette diversité que d'autres n'ont pas forcément.
j'ai des collègues qui ne vendent que de la vaisselle ou des collègues qui ne vendent que des luminaires. Moi, je vends des objets très variés. Et j'aime bien proposer des petites pièces un peu originales. Voilà, j'aime bien des pièces qui font parler, j'aime bien des pièces qui attirent l'attention, des choses qu'on ne verrait pas chez monsieur, madame, tout le monde. Tu as peut-être une pièce à nous décrire qui est actuellement en vente dans ton catalogue, qui est peut-être un petit peu anecdotique? J'en ai une qui n'est plus en vente, mais qui a fait beaucoup parler. C'est une immense horloge en forme de homard, tout en bronze. Alors ça, c'était vraiment rigolo, une pièce très originale et qui a fait beaucoup parler pendant la braderie de Lille parce que je l'avais prise à la braderie de Lille. Depuis, elle a été vendue. Et ça, c'était très kitsch et original. Le kitsch attire, je pense, ces derniers temps. Ouais, le kitsch revient beaucoup. Et ça me plaît bien qu'il revienne parce que c'est des pièces que j'aime bien chiner. C'est assez fun, je pense, comme motif. On peut vraiment oser sur cette tendance. Je voulais aussi savoir, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager par rapport justement à ton expérience de brocanteuse, des choses qui t'ont marqué? Alors, sur les brocantes, j'ai pas d'anecdote particulière, mais les gens n'y pensent pas forcément. Mais j'assiste à des bagarres, j'assiste à des prises de bec, mais les gens se disputent pour des objets. Voilà, dès qu'il peut y avoir un petit peu de valeur sur un déballage, je vois des gens qui en viennent aux mains, quoi. Voilà, je fais pas le poids forcément, et puis moi je suis plutôt une gentille sur les déballages. Est-ce que tu es une fine négociatrice? Pas trop. Je suis pas très douée pour ça. Non, vraiment. Pour moi, si le prix est juste, je vais pas chercher plus loin. Je vais pas chipoter pour 1 euro. Il y en a, ils vont vraiment rien lâcher. Et à l'inverse, quand tu vends, est-ce que tu acceptes la négociation? À l'inverse, j'accepte assez peu la négociation. Ah. Mais le prix est juste parce que tu l'as étudié à l'avance. C'est vrai, je l'ai étudié à l'avance. Il est calculé au plus juste et voilà, ça me tient à cœur que les prix soient assez bas. Donc, il n'y a pas de négociation sur mon site. Après, en déballage, je négocie un petit peu, mais raisonnablement. Parlant de prix juste, ben voilà, je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent l'émission Affaires conclues. Est-ce que c'est une émission qui, par rapport à tes prix, te fait du bien ou te fait du tort? Ça nous fait beaucoup de tort, cette émission. Alors, c'est une super émission pour des objets, c'est super. Et d'ailleurs, je la regarde régulièrement et j'apprends plein de choses parce qu'il y a des experts qui sont là et qui sont intéressants. Mais sur l'émission en elle-même, ça cause beaucoup de tort. Ça augmente les prix. Alors, par 2 biais, ça augmente les prix parce que, il faut être honnête maintenant, les particuliers font beaucoup de recherches sur leurs objets avant de les mettre en vente. Alors tant mieux pour eux, mais dommage pour nous parce que forcément, il y a des bonnes affaires qui se perdent. Et ça augmente les prix aussi parce que, maintenant tout le monde pense avoir un trésor dans son grenier. Donc le moindre objet un petit peu prend des prix, absolument déraisonnables. Et l'émission n'aide pas, dans son organisation. C'est que les prix sont pas du tout représentatifs du marché, ni du marché français d'une façon générale, ni même du marché parisien, dans son microcosme. C'est pas du tout, voilà. La moindre petite table chromée, voilà, c'est un peu l'exemple type, mais on en voit régulièrement dans l'émission, se vend 2 000 – 3 000 euros, alors que chez un brocanteur classique, elle sera à moins de 500 euros. Donc, c'est pas du tout Ils t'ont réaliste. jamais approché pour participer à l'émission? Oui, si, mais je suis très réservée et je me sens pas du tout capable. Ça va pas être une expérience facile, hein. Non. Par rapport à la vision que tu as de ton métier et de ta boutique, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Je sais pas encore bien défini, mais j'aimerais proposer d'autres services ou d'autres objets, toujours en lien évidemment avec la seconde main, hein. Je ne veux pas vendre de neuf. J'ai proposé déjà des prestations de services. J'ai fait de la décoration pour les particuliers, pour les professionnels, mais j'aimerais éventuellement proposer d'autres objets, développer Une collection peut-être? Pourquoi pas? C'est un beau projet. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Peut-être nous décrire où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme ou sur quel site exactement?
Oui, avec plaisir. Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram, donc sur le compte du Grenier au Salon. Il y a également la page Facebook au même nom et le site internet, donc www.dugrenieraussalon.com. Et actuellement, je suis aussi en pop-up sur Dunkerque, donc chez Maison Adorée. Je fais régulièrement des pop-up dans des boutiques de décoration. Ah ben c'est super. Et écoute, je te remercie beaucoup pour cette intervention. C'était très enrichissant. C'est gentil. Ouais, c'est chouette comme projet. Moi, j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts en plus. Et c'est sur ces belles paroles que nous terminons cet épisode de Côté Canap. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Côté Canap. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux et à bientôt pour un nouvel épisode de Côté Canap.